Alors que l'équipe montréalaise a débuté son camp d'entraînement depuis maintenant 2 semaines, il est alors le temps d'analyser le travail d'Olivier Renard. Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo d'analyse soccer. Les pièces de l'échiquier sont maintenant en place, les joueurs qui sont présents au camp d'entraînement formeront l'effectif qui débutera la saison. Sachant cela, il est maintenant l'heure d'analyser le travail d'Olivier Renard sur le mercato d'hiver. Avant de commencer, j'aimerais juste préciser que je n'ai inclus dans mon analyse aucun joueur qui a signé récemment de l'académie, puisque je considère qu'il n'y en a aucun qui va apporter un réel impact lors de la prochaine saison. Par contre, si je me trompe, c'est tant mieux. Pour savoir si c'est un bon mercato, il faut voir c'était quoi la liste prioritaire d'Olivier Renard. Et pour savoir cela, il faut analyser l'effectif de l'an dernier. Voici le 11 type de la saison 2020, qui est basé selon les minutes jouées et la formation la plus souvent utilisée. On peut remarquer les choses suivantes. Premièrement, la profondeur est défaillante. Tous les joueurs qui sont présents comme réservistes n'ont pas apporté beaucoup d'impact sur le jeu l'an passé. Le 30 septembre, la MLS a sorti une statistique comme quoi que l'Impact était l'équipe qui utilisait le moins souvent ses changements, avec une moyenne de 2,75 sur une possibilité de 5 changements après 12 matchs. Cette statistique est vraiment révélatrice sur le manque d'options et le manque de profondeur de l'équipe. On remarque aussi une défense brouillonne. Reitala et Fanny étaient sur le déclin, sans oublier un manque d'expérience de Binks malgré le fait qu'il a joué une excellente saison. On voit aussi des latéraux très limités. Ce que je veux dire par là, c'est que Brault-Guillard a été décevant cette année et personne ne pouvait réellement prendre sa place lors d'une blessure ou d'une mauvaise séquence. L'option de rechange pour ZBG était Baya, mais il a eu de la difficulté à prendre sa place dans l'effectif. De l'autre côté du terrain, on a Corrales qui apportait pas grand-chose au jeu et personne ne le compétitionnait. Si on met Reitala sur le flanc gauche, nécessairement on va affaiblir la charnière centrale. Même si Kiza est arrivé à la fin de la saison, lorsqu'on soustrait les joueurs qui sont partis au terme de cette saison-là, Kiza devenait encore le seul défenseur gauche, donc le problème reste le même. On voit aussi un milieu solide mais peu créatif. Taider était l'un des seuls milieux qui provoquait des actions dans le dernier tiers, mais sa mésentente avec Boyan, surtout parce qu'ils aimaient exploiter les mêmes zones dans le tiers offensif, dérangeait le système. Sejdic a montré quelques bons flashs dans la deuxième moitié de la saison. J'ai rien à dire réellement sur l'attaque, mis à part qu'il y a un manque de profondeur, comme on a dit un peu avant. Lorsque Kyoto était absent, on remarquait que les options qu'on avait à l'avant étaient très peu limitées et on voyait que Kyoto était extrêmement nécessaire à une bonne animation offensive. Ces faits reflètent la saison de l'Impact. L'Impact a terminé 3e pire défense de la Ligue et 11e meilleure attaque de la Ligue, ce qui démontre les réels problèmes de l'équipe. Lorsqu'on soustrait tous les départs de cet alignement au terme de la saison, on voit encore les mêmes problèmes, en plus de remarquer que le départ de Boyan laisse un grand trou à l'attaque et on remarque aussi un milieu plus faible. Considérant tout ce que nous venons de voir, selon moi, la liste prioritaire est la suivante. Il faut premièrement retravailler la défense qui était une des pires de la Ligue l'an passé. Ensuite, il faut retravailler toute la profondeur afin de donner le plus d'options possible au coach. Et finalement, il faut trouver un remplaçant qui apporte beaucoup de choses au niveau offensif pour pallier au départ de Boyan. C'est maintenant le moment où on arrive à la liste des joueurs qui sont partis et les joueurs qui sont arrivés. Au niveau des départs, il n'y a pas de joueurs qui seront vraiment regrettés, mis à part Boyan, comme j'ai dit, qui a connu une excellente demi-saison l'an passé et qui prenait ses aises depuis le départ de Taider. C'est un joueur qui était autant capable de créer des occasions que d'en convertir, et c'est pourquoi son départ doit être comblé. Au niveau des arrivées, il y a plusieurs choses qu'on peut remarquer. Premièrement, la plupart des signatures témoignent d'une profondeur complètement retravaillée, mais quelque peu énigmatique. Si on part avec l'idée que la profondeur de l'an passé n'a rien apporté d'intéressant, on peut s'attendre à ce que les nouveaux joueurs rendent l'équipe beaucoup plus compétitive dans les fins de match ou avec les blessés. Hurtado est un joueur d'expérience MLS et peut rendre des services très respectables. Joaquin Torres arrive à la croisée des chemins. À 24 ans, c'est un âge critique où sa carrière doit décoller, donc il n'y a pas grand-chose à perdre. Il semble être un bon dribbleur et excellent en 1 contre 1. Même chose pour Hamdi, qui va chercher à se prouver, qui a montré de très belles choses dans un championnat un peu plus énigmatique en Égypte. C'est un milieu box-to-box comme on n'en a pas à Montréal depuis le départ de Taider.
Ce type de profil va permettre au futur coach de varier ses stratégies au milieu de terrain. À la charnière centrale, les deux acquisitions devront se battre pour un poste de titulaire avec Camacho et Binks. Kevin Miller est sur la pente montante. Il a montré de très belles choses avec une bonne défense à Orlando. En assumant que Montréal va jouer avec une formation à 3 défenseurs, il devrait convoiter un rôle similaire à celui de Raitala, donc sur le côté gauche de la défense, et sinon il peut prendre la place de Kiza dans le couloir gauche. Pour Struna, il ne faut pas oublier que Renard l'a acquis contre un Urruti qui était en difficulté. Il ne faut pas donc s'attendre à une perle rare. Cependant, sa première saison à Houston a été relativement bonne et il pourrait chercher à rebondir. Avec ses 1m91, il ne peut pas faire de mal sur les ballons aériens et les phases de jeu arrêtées. Finalement, on a Sunusi Ibrahim et Zoran Bassong qui ont d'excellents potentiels. On risque de les voir un peu moins dû à leur manque d'expérience et puisqu'il y a déjà des joueurs clés qui sont à leur position, par contre, ils ont une grande marge de progression et on risque de les voir prendre de plus en plus de place au fil du temps. Vous vous demandez probablement pourquoi j'ai pas encore parlé de Johnsson ou Mihailovic. C'est selon moi parce que c'est les deux acquisitions clés du mercato d'Olivier Renard. Bjorn Johnsson est un attaquant grand format qui a marqué partout où il a joué. C'est un attaquant tant attendu puisque Bojan avait souvent tendance à jouer plus bas, voire même au milieu, ce qui limitait les options à l'avant. Il devrait faire un bon duo avec Kyoto à condition que les deux soient bien alimentés. Et en parlant d'alimentation, celui qui aura la lourde tâche d'animer la plupart des phases offensives, c'est George Mihailovic. C'est un jeune milieu à caractère offensif qui peut aussi jouer à l'aile, qui avait une excellente chimie avec Robert Beric à Chicago l'an passé. Certains disent même que c'était l'un des meilleurs duos offensifs en MLS. Il est autant capable d'alimenter que de compléter des jeux, et ce qui est le plus beau avec lui, c'est qu'à seulement 22 ans, il a un énorme potentiel. Probablement que je le surévalue, mais pour moi, c'est un peu notre acquisition qui pourrait s'apparenter à un Pozzuelo ou un Zelarian à plus petite échelle, on s'entend. C'est un joueur qui peut apporter des flashs offensifs à des moments où les phases de jeu offensives résultent à rien, où on voit qu'on bloque. Un joueur comme ça peut trouver un petit éclair de génie pour débloquer et apporter un but de Johnsson ou de Kyoto. On arrive désormais à mon bilan du mercato. Si on commence avec les points négatifs, ce que je retiens, c'est que premièrement, la défense est plus ou moins améliorée. Si on assume que Struna et Miller sont des améliorations sur Fanny et Raitala, est-ce qu'on peut dire que c'est assez pour ne plus redevenir la troisième pire défense de la ligue? J'ai certains doutes. Dans un deuxième temps, à moins que Mihailovic est le sauveur dont je parle depuis tantôt, on peut dire qu'Olivier Renard n'a pas réussi à aller chercher des joueurs désignés pour commencer la prochaine saison. On commence la saison avec seulement un joueur désigné, Victor Wanyama, et selon moi, c'est trop peu, trop tard pour que l'équipe soit très très compétitive dans les séries vers la fin de la saison. Finalement, le fait qu'on n'ait aucune signature comme latéral droit me fait penser qu'on pourrait peut-être répéter un scénario au niveau des ailes similaire à l'an passé. Tout va dépendre du rôle que Wilfried Nancy va accorder à ses joueurs latéraux, mais par contre, puisque Bahia semble stagner, je me demande sincèrement qu'est-ce qui va arriver si Zachary Brault-Guillard ne surmonte pas les difficultés qu'il a rencontrées lors de la dernière saison. Du côté gauche, c'est un peu moins pire. Kiza a montré de très belles choses et Zoran Bassong a un énorme potentiel. Mais par contre, du côté droit, je pense qu'il y a une faiblesse à ce niveau-là. Et considérant que le schéma l'an passé accordait beaucoup d'importance aux latéraux, on a peut-être un problème à la position du latéral droit. Au niveau des points positifs, la première chose que je remarque, c'est la profondeur qui est complètement retravaillée et qui est, selon moi, sur papier, est beaucoup plus importante, beaucoup plus impressionnante que l'an dernier. En théorie, ce que ça devrait faire, c'est que l'équipe devrait être beaucoup plus performante dans les 30 dernières minutes des matchs. Et si on arrive avec des blessés, des cartons rouges ou des problématiques où des joueurs tombent dans des creux de performance, les joueurs qui vont être sur le banc vont être capables de répondre à l'attente, contrairement à l'an passé. De plus, selon moi, l'ajout de Bjorn Johnsson et de George Mihailovic représente une petite amélioration au niveau de l'animation offensive. Et finalement, ce que j'aime le plus du mercato d'Olivier Renard, c'est qu'on a été chercher une pluralité de profils de joueurs, des joueurs dans plusieurs types de positions et qui peuvent remplir plusieurs types de tâches, ce qui va permettre à Wilfried Nancy d'avoir beaucoup de lassitude dans ses schémas tactiques
et il va pouvoir beaucoup mieux s'adapter selon les différentes équipes. De ce fait, on peut voir que l'équipe devrait être beaucoup plus capable de s'adapter aux équipes de la MLS. En faisant le montage, j'ai réalisé que la vidéo terminait assez sec et j'ai réalisé que c'est parce que j'ai oublié de faire un bilan sur l'ensemble du mercato d'Olivier Renard. Considérant la situation actuelle avec la pandémie, j'ai l'impression qu'Olivier Renard a fait un très bon travail, surtout en se débarrassant de Maximiliano Ruti et en allant travailler sur une nouvelle profondeur beaucoup plus prometteuse que l'an passé. Toutefois, lorsque je regarde la défensive actuelle de l'équipe de Montréal, j'ai encore beaucoup de doutes. On voit que dans les dernières semaines, Kamal Miller joue très bien avec Team Canada et c'est peut-être la pièce maîtresse qui ferait en sorte que la défense serait beaucoup plus solide que l'an passé. Mais pour moi, il y a encore beaucoup trop de points d'interrogation à ce niveau-là et aussi au poste de latéral droit afin de donner une note parfaite à Olivier Renard. C'est pourquoi, dans l'ensemble du mercato d'hiver, selon tout ce que j'ai nommé auparavant, je donnerais la note de B+ à Olivier Renard pour avoir fait un excellent travail, mais il n'a pas dépassé les attentes. Selon moi, il les a respectées sans plus. C'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le bilan que j'ai fait du mercato d'Olivier Renard. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines productions que je vais faire. Sinon, vous pouvez aimer la vidéo et laisser un commentaire pour discuter de tout ce que j'ai parlé lors de cette vidéo. Donc, sur ce, je vous laisse. À la prochaine.